D'accord. Ouais. En fait, du coup, là, si j'avais ça, si S11, il y avait un arc de S11 vers S10, la composante fortement connexe, ça deviendrait S8, S9, S10, S11. Parce que de n'importe quel sommet de S8, je peux aller à S9 et S10, c'est déjà le cas. Je peux aussi aller à S11. Mais de S11, là, brutalement, je peux aller à S10 et à partir de S10, atteindre les autres sommets. Mais si je dis quel est le circuit qu'il y a, oui, il y a un circuit, mais le circuit, c'est S8, S9, S10, S11, Ah oui, S10, bon, S8. ok, Je passe je deux fois par comprends. S10. Alors, alors. Alors, l'énoncé, il n'est pas là, il est là, l'énoncé. Il me semblait, mais je suis jamais très sûr de ce que vous faites en cours. Enfin, je vais bientôt le savoir, ce que vous faites en cours, parce que je vais être un peu mouillé dans l'histoire. Mais jusqu'à présent, je ne savais pas très bien toujours ce que vous faisiez en cours. Je ne sais pas si vous avez vu particulièrement les composantes fortement connexes en cours et des algorithmes pour déterminer les composantes fortement connexes. On n'a pas vu d'algorithme, mais on a vu D'accord. les graphes fortement connexes. On a vu les graphes. D'accord. Euh, Alors, il y en a un qui est assez classique, qui consiste à faire un parcours en profondeur daté. C'est ce qu'on avait fait, c'est pour ça que je l'ai appelé PP2G, ça fait une référence à ce qu'on avait fait la semaine dernière sur le TD3, où on faisait ça pour, quand on habillait, on mettait la cravate, le pantalon, la veste, etc., les chaussettes. Il y avait cette truc qui s'appelait PP d'un graphe. Donc on fait un parcours en profondeur datée, on inverse le sens de tous les arcs et on refait un parcours en profondeur, mais sur le graphe inverse, et en prenant les sommets dans l'ordre décroissant de leur date de fin de visite, comme pour le tri topologique. Et chaque arborescence qu'on obtient sur ce dernier parcours en profondeur donne une composante fortement connexe. C'est ça un algorithme classique pour déterminer les composantes fortement connexes, qui consiste à faire deux parcours en profondeur. Le premier daté en plus, et le deuxième simplement un petit parcours en profondeur, mais où on a inversé le sens des arcs. Et donc, l'appliquer au graphe donné ci-dessous, c'est pas si compliqué que ça finalement. Ça consiste juste à refaire un parcours en profondeur daté comme on faisait la semaine dernière. C'est juste ça serait plus compliqué si on demandait prouver que cet algorithme fonctionne bien et donne les composantes fortement connexes, mais ça serait un petit peu compliqué là par contre. On va pas faire ça. Donc je me contente simplement de faire un parcours en profondeur daté et puis d'en refaire un deuxième. Et cet algorithme, je vous jure, ça fonctionne, va nous donner les composantes fortement connexes. Donc ça permet de revoir le parcours en profondeur datée, puis ça permet de parler un peu de forte connexité, de faire sentir ce que sont les composantes fortement connexes. Ça aussi, je pense que c'est relativement intuitif, surtout si on a vu avant les composantes connexes. Euh, alors je vous rappelle que le parcours en profondeur datée, on part on fait un parcours en profondeur, mais quand on commence à explorer un sommet, on lui donne une date de début, on lui donne la date de début, enfin on a un compteur, et puis on incrémente cette date, et quand on tombe sur le sommet suivant, du coup on lui donne la date incrémentée, donc 1, 2, 3, 4. Et puis quand j'ai fini d'explorer un sommet, clac, c'est sa date de fin avant que je revienne parce que j'ai fini d'explorer S3. Donc pourquoi j'obtiens ça? Il va falloir que j'essaye. Ah, c'est pas terrible ça, non. Euh, Donc je fais un parcours en profondeur datée sur ce graphe. Et comme toujours, je pars du sommet S1, parce qu'il faut bien partir de quelqu'un. Donc je pars du sommet S1, je lui donne la date de début de visite de sommet qui est 1.
Je regarde s'il a des profondeurs, s'il a des successeurs. Oui, S2. Passage du chat. Bonjour le chat. Généralement, ce qui me fait un peu peur, c'est que de temps en temps, il aime bien s'installer sur l'ordinateur, mais du coup, il appuie sur n'importe quelle touche. Mais là, ça va, il n'a pas fait ça. Donc, quand j'arrive sur le deuxième sommet, je lui donne la date suivante, 2. Est-ce qu'il a des successeurs? Oui, S4, donc S4 avec la date 3. Est-ce que S4 a des successeurs? Oui, il en a 3. Il a S5, S8 et S3. Et donc, le premier, si je les classe par numéro, le premier qui va visiter, c'est S3. J'ai mis S3 ici avec la date 4. Est-ce que S3 a des successeurs? Oui, S1, mais S1 est déjà vu, déjà visité. Donc, j'ai fini l'exploration de S3 puisqu'il n'a pas d'autres successeurs et que son seul successeur a déjà été vu. Donc, j'ai fini l'exploration de ce sommet et donc je lui donne la date de fin qui est donc de 5 et je reviens et je backtrack. Est-ce que S4 a d'autres successeurs? Oui, il a S5. Et donc S5 arrive ici avec donc la date 6. Je continue à incrémenter les dates. Est-ce que S5 a d'autres successeurs? Oui, S7. Donc S7 avec la date 7, qui lui permet d'atteindre S6 avec la date 8, qui lui a comme successeur S5 qui a déjà été vu, donc fin du parcours de S6 avec la date 9. Je reviens sur S7, il n'a pas d'autre successeur que S6, donc fin du parcours de S7 avec la date 10. Je reviens sur S5, il n'a pas d'autre successeur que S7, donc fin du parcours de S5 avec la date 11. Je reviens sur S4, est-ce qu'il a un autre successeur? Oui, S8 avec donc la date 12, j'en étais à 11. Et puis finalement, à partir de S8, j'atteins S9 avec la date 13, j'atteins S10 avec la date 14, j'atteins S11 avec la date 15, et puis là, de toute façon, j'ai vu tous les sommets du graphe. Donc, date de fin 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et fin du parcours en profondeur daté. C'est ce qu'on avait fait aussi la semaine dernière, je vous rappelle, donc sur les fringues, où on commençait par la chaussette. À partir de la chaussette, je ne sais plus quel était le successeur. Bon, on ne va pas revenir. Je ne vais pas essayer de retrouver la correction en question, mais c'était exactement la même chose qu'on faisait sur ce parcours en profondeur datée, avec une application qui était complètement différente. On n'essayait pas de trouver les composantes fortement connexes. On essayait de trouver un ordre topologique sur les sommets. Mais sinon, on faisait aussi un parcours en profondeur daté. Donc c'est la même chose que le parcours en profondeur. Il y a juste ce petit truc supplémentaire que la première fois que je découvre un nouveau sommet, je lui donne cette date de début. Et puis quand j'ai fini l'exploration d'un sommet et que je backtrack, je lui donne la date de fin. Est-ce que cet arbre de parcours en profondeur daté, il est clair pour tout le monde? Oui. Merci de répondre oui. Alors, je regarde quand même s'il y a des petits commentaires. Il y a Daphné qui a dit oui. Merci Daphné. Et je repartage l'écran. Alors du coup, c'est pas très compliqué cet algorithme. Déjà, je dis c'est pas très compliqué. Il faudrait que j'arrête de dire ça parce que parfois, quand c'est pas clair pour les gens, c'est pas terrible qu'on leur dise en plus, c'est pas compliqué. Ils se disent vraiment je suis bête. Non seulement je n'ai pas compris, mais en plus j'ai pas compris un truc pas compliqué. C'est pas terrible de dire ça. Excusez-moi. Mais enfin bon, en tout cas, c'est rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est juste un parcours en profondeur daté, encore une fois, du même type que celui qu'on avait fait la semaine dernière pour le tri topologique. Et une fois que j'ai fait ça, je fais donc deux choses.
D'une part, j'inverse le graphe, c'est-à-dire je garde les mêmes sommets, mais dès que j'ai un arc, je ne l'ai pas fait ça, hein, je ne l'ai pas dessiné, parce que ça, j'ai eu un peu la flemme, je change c'est ça que j'appelle le graphe inverse. Et je vais refaire un parcours en profondeur, mais à partir où je vais partir à chaque fois du sommet qui a la date de fin la plus élevée. Je vais à nouveau partir de S1, non pas parce que c'est le premier sommet du graphe, mais parce que c'est celui qui a la date de fin la plus élevée, 22. Ça va me permettre, à partir de S1, comme c'est inverse, hein, je vais atteindre S3, à partir de S3, je vais atteindre S4, à partir de S4, je vais atteindre S2, mais comme tous les arcs sont inversés, hein, là maintenant ils rentrent tous dans S4, donc S4, il n'a pas d'autre, dans le graphe inverse, il n'a pas d'autre successeur que S2. Donc ça va marquer la fin de ce parcours. Je sais on va avoir donc cette visualisation que les arcs qui sont dans le sens inverse, mais j'espère que c'est bien clair que S1 me permet d'atteindre S3, que S3 me permet d'atteindre S4 et que S4 me permet d'atteindre S2, et qu'à partir de S4, il n'y a pas d'autres successeurs, parce que là, il y avait tout ça qui était successeur, mais maintenant, tous ces arcs, ils vont vers S4. C'est des prédécesseurs de S4. S5, S6 et S8 sont devenus des prédécesseurs, mais pas des successeurs. Les arcs, ils vont plus vers eux, ils viennent d'eux. C'est l'inverse. Donc quand j'ai fini ça, là, quand j'ai fini ce truc-là, eh ben, j'arrive pas à atteindre les autres sommets puisque je n'ai que des arcs rentrants. Et donc, ça va me donner une première composante fortement connexe. Et quand j'aurai cette première composante fortement connexe, je vais descendre quand même, je vais faire le truc à côté. Donc, on inverse le sens de tous les arcs et on relance une recherche en profondeur en prenant les sommets par date de fin décroissante. Et donc, le premier, là, ce que je viens de dire, c'est celui-là, la première composante fortement connexe, CFC1, composante fortement connexe 1, c'est le parcours que je viens de dire, où à partir de S1, je vais en S3, je vais en S4, je vais en S2, et puis que je n'arrive pas à atteindre des autres sommets, parce qu'encore une fois, là, tous les arcs sont rentrants, puisque c'est le graphe inverse. Donc ça me donne une première composante connexe. Quand je vais redémarrer pour retrouver une deuxième composante fortement connexe, je vais partir des sommets pas encore vus qui a la date de fin la plus élevée. Donc celui qui a la date de fin la plus élevée, maintenant que j'ai vu S1, S2, S3, S4, là, cette branche-là, celui qui a la date la plus élevée, celui dont je vais repartir maintenant, la date de fin la plus élevée, pardon, c'est S8. Parce que c'est entre 19, 18, 17, 16, 11, 10 et 9. Donc je vais repartir de S8. Donc la deuxième composante fortement connexe que je vais déterminer, ce sera celle de S8. La deuxième que je vais trouver, ça va être celle-là, une petite composante comme ça. Alors pourquoi ça marche comme ça? C'est quand je fais le parcours à partir de S8, je pars de S8. Alors S8, c'est le graphe inverse, hein, encore une fois. Il a deux successeurs. Il a un premier successeur qui est S4, parce que la flèche, elle va comme ça, mais S4, il est déjà vu. Le deuxième successeur de S8, c'est S10. À partir de S10, je peux atteindre S9, et puis je ne peux pas atteindre S11, hein, puisque là, par contre, la flèche, elle est dans l'autre sens. Et donc, ça me donne cette deuxième composante fortement connexe qu'on voit ici. De S8, j'atteins S10 et j'atteins S9. Et c'est là où c'est important de les avoir pris dans l'ordre en question, parce que il ne faut surtout pas que je prenne S4. S8 et S4, ils ne font pas partie de la même composante fortement connexe. C'est vrai que de S4, je peux aller vers S8, mais je ne pourrai jamais repartir par là. Donc, il n'y a pas de chemin qui vont de là vers cette zone-là. Donc c'est bien pour ça qu'il faut que j'ai déjà traité S4, sinon je penserais que ce serait dans la même composante fortement connexe. Enfin bon, bref, ça me donne cette deuxième composante fortement connexe. À partir de là, ben, je regarde quel est le sommet qui a maintenant la date de fin la plus élevée, c'est S11. S11, comme je l'ai dit, ben, il est tout seul parce que
son seul successeur qui est S10, il est déjà vu. Et puis finalement, je reviens sur S1.5 qui est maintenant celui qui a la date de fin la plus élevée. Et à partir de S5, je vais atteindre S6. Encore une fois, c'est inversé. Et à partir de S6, je vais atteindre S7. Et ça me donne cette quatrième et dernière composante fortement connexe. À partir du moment où j'avais donné l'algorithme que peut-être vous n'aviez pas vu en cours et où cet algorithme s'était juste basé sur 2 parcours en profondeur, un daté puis un autre où on fait le parcours en profondeur à partir en prenant d'abord le sommet qui a la date de fin la plus élevée. C'est juste une application de cet algorithme sur ce petit graphe. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je ne sais pas, je vais arrêter de partager 2 secondes pour voir s'il y a des commentaires, des questions. C'est pas contre toi, t'inquiète. Bon, alors si je dois pas m'inquiéter, tout va bien. J'ai pas tout compris, Romain, mais c'est pas grave, j'ai considéré que c'était pas vraiment à moi qu'était destiné ce message, donc je m'inquiète pas, comme tu dis. Bon, personne ne dit rien. Ce qui est surtout important, hein, indépendamment de l'algorithme, ce qui est surtout important, c'est que vous voyez, je pense que c'était assez clair ce qu'étaient les composantes connexes dans le premier exercice. J'espère que c'est assez clair ce que sont les composantes fortement connexes dans ce deuxième exercice. Ouais. Oui. Merci Vassina. Bon, personne n'a l'air de manifester en disant j'ai rien compris, c'est de la faute de mon chat ou je ne sais pas quoi. Donc, on va avancer. Je vous propose, alors je vous montre ce qu'il reste à faire. Il y a un exercice là sur la K-connexité. Bon, peut-être un peu. Et puis j'ai mis un exercice supplémentaire et optionnel qui était un exercice du partiel 2019. Du coup, je le ferai un peu vite. Je regarderai un peu avec vous, on va en discuter. Comme c'est optionnel, on le fera un peu vite. Et puis, si vraiment vous insistez, on reviendra dessus la semaine prochaine. Mais c'était ces 4 questions. Ce que je vous propose, mais là encore, je ne suis pas du tout à imposer des choses si vous n'en êtes pas d'accord, je vous propose qu'on enchaîne, qu'on ne fasse pas de pause, on essaye de finir directement. D'accord, tu es d'accord, c'est parfait. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils ont le droit de prendre la parole ou de mettre des messages. Mais je vous propose plutôt d'enchaîner et puis d'essayer de finir du coup pas trop tard. Alors, on va rappeler ultérieurement ce que c'est qu'un graphe K-connexe. On va commencer tout doucement, on va commencer par des graphes qui sont inconnexes, mais pas deux connexes. Et donc, l'objectif de la première question, c'est de prendre un petit graphe à 6 sommets qui soit donc connexe, mais qui ne soit pas deux connexes, donc qui est juste un connexe. Et histoire que ce soit un petit peu plus compliqué, j'ai mis dans cet exemple le degré de chaque sommet doit être strictement supérieur à 1. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire, c'est quoi un graphe qui est inconnexe et qui donc n'est pas deux connexes? Alors, un graphe qui est inconnexe, c'est un graphe qui est connexe, déjà. Et c'est un graphe tel que on peut supprimer... Alors, il n'est pas deux connexes, donc il existe une arête. Si on l'enlève, paf, ça casse la connexité. Le graphe n'est plus connexe. Le graphe n'est plus connexe si
j'enlève une arête. Alors, ce n'est pas n'importe quelle arête. Il y a peut-être des arêtes, je les enlève, le graphe reste connexe. Mais il existe une arête, si je l'enlève, ça casse la connexité. C'est important pour les réseaux, ça. Ça montre la solidité des réseaux. S'il y a une liaison qui tombe en rade et que brutalement, il y a des gens qui ne peuvent plus communiquer avec d'autres, évidemment, c'est embêtant. Mais si il y a une liaison qui tombe en rade et que du coup, il y a des gens qui ne peuvent plus communiquer avec d'autres, c'est que le graphe était inconnexe. Initialement, tout le monde pouvait communiquer avec tout le monde était connecté, mais il n'est pas très solide, le graphe, et il existe une liaison importante. Si elle tombe, et ben, brutalement, je perds la connexité. C'est ça, un graphe inconnexe qui n'est pas deux connexes. Alors, évidemment, s'il y avait un sommet qui était de degré 1, qui n'avait qu'un seul voisin, si cette liaison avec son unique voisin tombe, ben, ce sommet il se retrouve déconnecté. Donc, évidemment, s'il y a un sommet qui est de degré simplement 1, le graphe, il est inconnexe, mais pas deux connexes. Monsieur, j'ai une question. Ouais, bien sûr. Donc, ça veut dire que plus K est petit, plus la connexité en fait est forte? Plus K est petit, plus la connexité est fragile, au contraire. En fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Par exemple, si c'est 3 connexes, ouais. Ça veut dire qu'il y a en fait 3 arêtes, mais indépendantes qui peuvent enlever de la connexité? Attends, écoute, ce que je te propose, je ne vais pas bien répondre à ta question, je m'en excuse, hein, mais on va avancer doucement. Avant de voir des graphes 3 connexes, on va voir le graphe inconnexe qui n'est pas 2 connexes. Et puis dans la deuxième question, on va avoir un graphe qui est 2 connexes, c'est-à-dire qui est 2 connexes, mais du coup pas 3 connexes. Et je pense que quand on aura vu ces deux trucs-là, ça sera peut-être déjà un peu plus clair et que du coup, ça va un peu répondre à ta question. Parce que, toi, j'ai pas tellement envie d'aborder tout de suite la question 3, qui est la définition générale d'un graphe K connexe. Je vous propose d'avancer doucement et de commencer par un graphe connexe, mais qui n'est pas 2 connexes, un graphe fragile. Quand tout à l'heure... alors, déjà, je vais revenir en arrière pour dire la chose suivante, pour dire que si je reprends ces graphes-là, non, c'est là, c'était plus haut, pardon, je remonte. Hop. Si je prends je m'intéresse pas, bon déjà le graphe total n'est pas connexe, mais je m'intéresse qu'à ce graphe-là, là, le graphe du continent européen, donc, cette composante connexe-là. Cette composante connexe-là, elle est inconnexe, elle n'est pas deux connexes. Pourquoi elle est inconnexe? C'est vrai que si j'enlève ces arêtes-là, là, si par exemple il y a la liaison entre la France et l'Allemagne qui chute, pop, bon, bah, c'est pas très gênant, hein. Il y a d'autres façons de communiquer. Je pense que c'est relativement visible pour tout le monde que si j'effaçais cette liaison-là, le graphe il reste connexe. Ça reste connecté, tous les pays, on passe, il n'y a pas la liaison directe France-Allemagne, mais on passe par la Belgique, on passe par la Suisse, et il y a des façons de connecter la France et l'Allemagne. Ce n'est pas très, très gênant si cette liaison disparaît. Mais pour autant, le graphe, il n'est pas deux connexes, parce qu'il existe une arête, et une seule d'ailleurs, qui, si elle disparaît, le graphe n'est plus connexe. Vous la voyez, l'arête qui, si elle disparaît, le graphe n'est plus connexe? Oui. Ah non, il y en a deux, pardon, il y en a deux, excusez-moi. Ouais, vous pouvez prendre la parole, hein, je vous laisse la parole. S'il y a quelqu'un qui a envie de me dire les arêtes qui déconnectent le graphe, si on les enlève. Monsieur, vous avez dit que c'était inconnexe parce qu'il y en avait une seule arête? J'ai dit que c'était inconnexe parce que si il existe une arête, enfin, en l'occurrence il y en a deux, mais si on il y a
Il existe une arête, si on l'enlève, le graphe est plus connexe. Ça déconnecte le graphe. Et ma question, c'est quelle arête, si on enlève, ça déconnecte le graphe? Portugal, Espagne et Espagne, France. Exactement. Si j'enlève cette arête, pap, le Portugal, il se retrouve déconnecté du reste et donc le graphe n'est pas connexe. Si j'enlève cette arête, ça devient une composante connexe et c'est déconnecté du reste des pays. Donc il suffit d'enlever une arête pour faire chuter la connexité. Donc c'est un connexe parce que le graphe est connexe, mais ce n'est pas deux connexes parce que il suffit d'une arête pour faire chuter la connexité. C'est ça la question. Alors, ce que je vous demandais, là, la première question, c'était de trouver un petit exemple à 6 sommets, donc un peu plus de sommets que ça, où tous les sommets avaient un degré strictement supérieur à 1, parce qu'on voit bien là avec Portugal-Espagne, s'il y a un sommet comme le Portugal qui est de degré 1, bah, c'est sûr que ce n'est pas deux connexes, parce que si je fais chuter, si j'enlève cette liaison unique qui relie le Portugal au reste du continent, bah, évidemment, ça déconnecte le truc. Donc c'est pour ça que je vous demandais un exemple où tous les sommets avaient un degré au moins 2, mais pour autant, c'était inconnexe. Pour autant, il y a une arête, si je l'enlève, paf, ça fait chuter la connexité. Mais monsieur, dans ce graphe-là, c'est deux connexes ou inconnexe? Celui-là, il est inconnexe. Celui qu'on voit là, il est inconnexe. Mais si on retire par exemple le Portugal avant de retirer France-Espagne, Ouais. ça nous fait une arête. Si ensuite on retire France-Espagne, ça nous fait deux arêtes. Donc ça nous fait un deux connexes. Non, vraiment la définition de la inconnexité, c'est il est connexe et il existe une arête. Si je l'enlève, c'est plus connexe. Il n'y a pas celle-là avant, celle-là après, etc. C'est il existe une arête. Si je l'enlève, c'est plus connexe. Mais là, il en existe deux. Oui, enfin, il en existe au moins une, excuse-moi. Ah, ok. Et monsieur, de connexe, c'est au moins 2, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. Si par exemple, alors je commence à donner des exemples, mais si par exemple j'avais une liaison, alors on va supposer que je ne sais pas pourquoi la France et le Portugal sont voisins. Pas vrai, hein, mais bon, supposons que la France et le Portugal soient voisins. Supposons que mon graphe, il y ait cette liaison supplémentaire entre la France et le Portugal. Est-ce que vous êtes d'accord que s'il y avait cette liaison supplémentaire entre la France et le Portugal, je peux enlever n'importe quelle arête, le graphe il reste connexe? Oui. Ouais. Et du coup, là, il est deux connexes. Mais par contre, si j'enlève deux arêtes, si j'enlève par exemple les deux arêtes Portugal-Espagne et Portugal-France, bah, évidemment, c'est plus connexe. Donc celui-là, il serait deux connexes. Il faut enlever au moins deux arêtes. Il y a une façon d'enlever deux arêtes où il est plus connexe. Mais il n'y a pas de façon d'enlever une seule arête où il est plus connexe. Il n'est pas très beau, mon graphe, je m'excuse, hein, j'ai fait ça vite fait. Mais je vous propose ça comme solution. C'est un graphe à 6 sommets. Hein. Les petits points, c'est les sommets. Ils ont tous un degré supérieur, enfin au moins de 2. Celui-là, il est de degré 2. Celui-là aussi. Celui-là, il est de degré 3. Celui-là aussi, puis c'est symétrique. Donc celui-là, il est de degré 3. Celui-là, il est de degré 2. Celui-là, il est de degré 2. Donc ils ont tous un degré strictement supérieur à 1. Et c'est un graphe inconnexe. Il est connexe et il existe au moins une arête, enfin là il n'en existe qu'une seule, mais il existe au moins une arête. Si je l'enlève, c'est plus connexe. Ça ne veut pas dire n'importe quelle arête. Ça veut dire il existe une arête au moins quelque part. Si je l'enlève, c'est plus connexe. Évidemment,
Si j'enlève cette arête-là, là, j'espère que vous la voyez, celle que je monte, celle qui est sur la gauche, là, par exemple, si j'enlève celle-là, ça reste connexe. C'est pas grave, celle-là, c'est pas fragile. Mais évidemment, si j'enlève celle du milieu, paf, je casse la connexité. Du coup, j'ai mes deux triangles qui sont isolés chacun de leur côté. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que ce graphe-ci, il est inconnexe? Oui. Ouais. Oui. Personne ne dit non, donc tout va bien, la vie est belle. Il est inconnexe. Et du coup, évidemment, ça fait un réseau un peu fragile, quoi. Il y a un point de fragilité dans le réseau. Ce point de fragilité, il ne faudrait pas que cette liaison tombe, parce que sinon, j'ai plus la connexité, j'ai plus le fait que tout le monde est capable de discuter avec tout le monde. Ah, il y a une liaison qui est tombée, ça y est, on ne peut plus discuter avec les États-Unis, on ne peut plus envoyer de messages aux États-Unis, ça serait embêtant si c'était comme ça. Donc ça, c'est un graphe inconnexe. Un graphe 2 connexe, comme certains ont commencé à me le dire, c'est d'une part, je peux enlever n'importe quelle arête qui reste connexe, qui n'est pas inconnexe. Et par contre, il existe quelque part deux arêtes, si je les enlève, il est plus connexe. Et donc, de la même façon, mais ça va être le même type de graphe, je vous demandais de proposer un exemple d'un graphe à 8 sommets qui était 2 connexes. Et histoire que ce soit un petit peu plus compliqué que simplement, j'ai un sommet de degré 2 et si j'enlève les deux arêtes qui relient ce sommet, ce sommet se retrouve déconnecté. Je demandais un exemple dans lequel le degré de chaque sommet était strictement supérieur à 2. Merci pour ton oui enthousiaste, Loupna. France-Espagne, écoute, je suis un peu en retard, mais oui, France-Espagne. Il y avait aussi Espagne-Portugal. Si on retire l'arête du Portugal, tu avais raison. Alors, il faut que les graphes soient orientés. Je ne sais pas très bien ce que c'était. Ta question, Raphaël, ça doit peut-être un peu dater. Pour les composantes fortement connexes, oui, il faut que les graphes soient orientés. Là, quand je parle de connexité, pas de forte connexité, il y a la même notion de cas forte connexité. Il faut que j'enlève dans ce cas-là un arc pour que ce soit plus fortement connexe. Mais là, je parle de cas connexité. Donc, quand je parle de connexité, c'est des graphes non orientés. Quand je parle de forte connexité, c'est des graphes orientés. Et c'était pour Massina, c'est une vieille histoire qui ne me concernait pas. Donc, je reviens au partage. Bon, moi j'avais proposé ça, cette petite, ce petit dessin. Bon, c'est à peu près le même que celui-là, hein, mais c'est là, si je regarde tous les sommets, ils ont un degré strictement supérieur à 2. Ceux-là, ils ont un degré de 3. Hein, ceux du coin, ils ont un degré de 3. 1, 2, 3. Et ceux du milieu, ils ont un degré de 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, enfin, en tout cas, ils ont tous un degré strictement supérieur à 2. Mais évidemment, si j'enlève ces deux liaisons-là, alors déjà, il ne faut pas que je commence par dire ça. Déjà, il faut que je commence par dire que si j'enlève n'importe quelle arête, si j'enlève une seule arête, quelle qu'elle soit, le graphe reste connexe. Est-ce que vous êtes d'accord que là, je peux me permettre d'enlever n'importe quelle arête, le graphe reste connexe, contrairement à là. Il n'y a pas une arête dont la suppression déconnecte le graphe à elle toute seule. Par contre,
il existe une paire d'arêtes, pas n'importe laquelle. Hein. Si j'enlevais par exemple les deux arêtes là qui font la croix ici, c'est pas gênant. Le graphe il reste connexe évidemment. Mais il existe deux arêtes. Si je les enlève, ça déconnecte le graphe. Et évidemment, c'est ces deux-là qui coupent le graphe en deux parties avec ces trucs-là. Et donc ça, c'est un graphe de connexe. Il est connexe. Si j'enlève une seule arête, ça ne déconnectera jamais le graphe. Par contre, il existe deux arêtes. Si je les enlève, ça déconnecte le graphe. Deux connexes. Et de façon générale, donc c'était la dernière question. Je vais peut-être un peu vite. Hein, vous n'hésitez pas à me dire oh, vous allez trop vite, monsieur, vous êtes trop pressé que ce soit fini. Ça se voit. Non, c'est bien, monsieur. Ouais. Donc, un graphe est K-connexe, hein, c'est la définition de façon générale. Si, bon, évidemment, il est connexe, mais que cette connexité est conservée en supprimant n'importe quel sous-ensemble de K-1 arête. Donc, un graphe est deux connexes si la connexité est conservée en supprimant n'importe quel sous-ensemble de 2-1, c'est-à-dire une arête. Non. Si vous entendez les chiens qui aboient, mon chat est particulièrement fort pour faire aboyer les chiens d'à côté. Et deuxième condition, donc ça c'était la condition que je disais tout à l'heure, il est deux connexes parce que je peux supprimer n'importe quelle une arête, il restera connexe. Et d'autre part, il existe un sous-ensemble de K arêtes dont la suppression rend le graphe non connexe. Il existe, alors si je le fais avec deux, hein, un graphe est deux connexes si il est connexe et cette connexité est conservée en supprimant n'importe quel sous-ensemble de une arête, et il existe un sous-ensemble de deux arêtes dont la suppression rend le graphe non connexe. Ça, c'était deux connexes. Alors, c'était ta question de tout à l'heure, Inès, on va peut-être y revenir maintenant, et tu vas me dire si ça te va maintenant. Tu me parlais de trois connexités, donc on va le faire pour trois connexes. Je n'ai pas fait de dessin d'un graphe trois connexes, ça commence à être un graphe qui est quand même très connecté, mais donc un graphe est trois connexes si il est connexe et cette connexité est conservée en supprimant n'importe quel sous-ensemble de deux arêtes. Si je prends n'importe quel sous-ensemble de deux arêtes, n'importe quelle paire d'arêtes, il faut que je les tente presque toutes, mais enfin ouais, faut que je les tente toutes. Mais si je supprime n'importe quelle paire d'arêtes, donc n'importe quel sous-ensemble de deux arêtes, ça reste connexe. Par contre, il existe un sous-ensemble de trois arêtes dont la suppression rend le graphe non connexe. Ça, c'est la trois connexité. Ça commence à devenir quand même assez solide comme réseau. Je peux supprimer n'importe quelle paire d'arêtes, ça reste connexe, et il faut vraiment que j'en supprime trois, et trois particulières pour que ça devienne non connexe. Je ne peux pas vous faire la 4 connexité, mais j'espère que c'est à peu près clair. Oui, c'est plus clair, merci. Ouais. Mais donc, si on voulait l'écrire de manière rigoureuse, je sais que vous n'avez pas trop fait ça au lycée. Avant, quand qui suis un vieux monsieur, je faisais ça au lycée, mais c'est plus le cas. Si on veut l'écrire mathématiquement, ici j'ai un quel que soit le sous-ensemble de K-1 arête, que ça reste connexe. Et là, j'ai un il existe. Donc là, j'ai le quel que soit, là, le A à l'envers, comme disent certaines personnes. Et là, j'ai le E à l'envers, il existe. C'est quel que soit le sous-ensemble de K-1 arête, ça reste connexe. Il existe un sous-ensemble de K arête. Bon, enfin, c'est peut-être un petit peu compliqué, ces histoires de cas connexité, mais bon. Parfois, il arrive
Monsieur Bard vous pose une question là-dessus. C'est bien que vous l'ayez vu. Enfin, de toute façon, ce qui est important, c'est pas là, on va pas s'intéresser à la synconnexité. C'est ce qui est important, c'est de savoir la fragilité du réseau. Est-ce qu'il est simplement inconnexe et que du coup, il y a une arête qui soit particulièrement fragile? Ou est-ce qu'il est deux connexes et que quelque part, si on n'a vraiment pas de chance, il y a les deux arêtes qui tombent conjointement en carafe et qui arrivent à déconnecter le réseau? Mais au-delà, c'est solide, quoi. Alors, pour finir le TD de ce matin, à moins que vous ayez des questions sur cette K-connexité, je vais regarder, je vais arrêter de partager pour voir s'il y a des commentaires ou des questions. Mais donc, je vous ai mis un exercice supplémentaire et optionnel, donc ça va justifier qu'on le fasse un peu vite. Il faut creuser les puits aujourd'hui pour étancher les soifs de demain, c'est comme ça que s'appelait l'exercice. Et donc, attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne, ça doit être le facteur ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous mettre le sujet complet pour que comme ça vous regardiez. Je reviens. Bonjour. Je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. En plus, je suis en cours là, je suis désolé. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, vous aussi, bon courage. C'était quelqu'un qui voulait me vendre des pommes. Mais je crois que c'est une arnaque en fait. Je crois qu'ils achètent des pommes pas chères du tout à Rungis et puis qu'ils vous disent c'est des pommes qui viennent de Normandie, pas traitées, tout ça. Enfin bon, enfin en tout cas, c'était pas très intéressant. Donc là, je suis dans un contexte de graphe orienté et j'appelle G' le graphe non orienté correspondant, c'est-à-dire le graphe avec les mêmes sommets et une arête entre deux sommets s'il existe au moins un arc entre les deux sommets. Enfin, le graphe non orienté correspondant. Et un sommet P de G est un puits parfait si et seulement si, pour tout sommet U différent de P, UP est un arc et PU n'est pas un arc. Alors, ce côté PU n'est pas un arc, c'est vraiment ce qui définit un puits. Un puits, en théorie des graphes, enfin dans le truc de graphe, c'est un sommet qui n'a pas de successeur. Ça se termine en lui, c'est un puits. Par contre, il n'y a pas tellement de conditions sur ses prédécesseurs. Et là, par contre, pour que ce soit un puits parfait, il faut que tous les autres sommets soient ses prédécesseurs. Il faut que ce soit comme ça, un puits. Il n'a pas de successeur et tous les autres sont ses prédécesseurs. Et donc, pour faire le lien, c'est pour ça que je l'ai mis ici, c'est un graphe G contenant un puits parfait peut-il être fortement connexe et le graphe G' associé peut-il être connexe? Un graphe G peut-il contenir plusieurs puits parfaits? Donner le nombre minimum et maximum d'arcs d'un graphe G de n sommets contenant un puits parfait. Et étant donné un graphe orienté G représenté par sa matrice d'adjacence, donner un algorithme déterminant si ce graphe contient un puits parfait. Quelle est la complexité de cet algorithme? C'était ça la question à l'exercice au partiel 2019. Je ne sais pas si vous auriez été à l'aise pour faire cette question au partiel 2019. Il n'y a pas eu trop de partiel 2020, c'était en plein confinement de l'année dernière. Une épreuve en distanciel, mais bon, c'est un petit peu particulier. Donc c'est pour ça que je suis revenu sur le partiel 2019. J'arrête de partager 2 secondes. Oui, vous aurez un projet.
Plus K est grand, plus le graphe est solide. Oui, tout à fait. Pour les questions 1 et 2, il suffit de dessiner un graphe valable. Ouf. Comment ça va se passer? On sera en groupe, oui. Combien de personnes par groupe? 3 ou 4? Je n'ai pas encore fait le sujet du projet. Je vais vous le donner bientôt, mais je n'ai pas encore fait. On se met à 4, d'accord, ça roule. Essaye de bien choisir les 3 autres. Le but, c'est toujours de trouver 3 autres personnes qui font quasiment tout le travail à ta place. Donc, donc, faut trouver 3 bons qui se mettent avec toi. Non, pas forcément, tu vois. J'ai répondu les questions 1 et 2, on les devine ici. J'ai pas dessiné de graphe, j'ai dit simplement non, il n'est pas fortement connexe. Non, il ne peut pas contenir plusieurs puits parfaits. J'ai fait un petit blabla assez vite. Maintenant, comme c'était un exercice supplémentaire et optionnel, je suis allé assez vite sur la correction. Donc, est-ce qu'un graphe G contenant un puits peut être fortement connexe? Ben non. Non, il ne peut pas être fortement connexe parce que on ne repart pas du puits. Le puits, il n'a pas de successeur. C'est en ça. Juste d'ailleurs en termes de termes, un puits, c'est donc un sommet sans successeur. Une source, c'est un sommet sans prédécesseur. Et donc, quand il y a une source ou quand il y a un puits, non, le graphe n'est pas fortement connexe parce que à partir de ce puits où je ne peux pas aller vers les autres sommets, à partir de la source, je ne peux pas arriver à la source puisqu'il n'y a pas de prédécesseur. Donc non, il ne peut pas être fortement connexe puisqu'il n'y a pas d'arc qui partent du puits. Donc je ne peux pas aller du puits vers les autres sommets puisqu'il n'a pas de successeur. Donc non, il ne peut pas être fortement connexe. Est-ce que le graphe G' associé, c'est le graphe G', c'est le graphe non orienté correspondant, est-ce que le graphe G' associé peut être connexe? Oui, 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 oui. Non seulement il peut être connexe, alors c'est pas, tu as un peu raison de dire non. C'est pas il peut être connexe, c'est il est connexe. Il est connexe puisque P est relié à tous les autres sommets. J'ai encore une fois ce schéma-là. Hein, si j'enlève les flèches, bah, évidemment c'est connexe. Il est relié à tout. Enfin, en passant par P, n'importe quel sommet est connecté à n'importe quel autre. Donc c'est pas il peut être connexe, c'est il est connexe. Pour répondre à la première question c'est peut-il être fortement connexe? Non. Et peut-il être connexe? Bah, pas vraiment, c'est pas il peut être connexe, c'est il est connexe. Enfin bon, évidemment, c'est oui plutôt pour la deuxième question. Un graphe G peut-il contenir plusieurs puits parfaits? Bah non. J'aime bien tes hochements de tête, Marcina. Ça me permet de me dire, ça va, on avance. Non, parce que si le premier est un puits, enfin je suppose, je n'ai pas bien rédigé, il faudrait que je suppose par l'absurde, j'ai deux puits P1 et P2. Donc si P1 est un puits, donc du coup j'ai pas d'arc P1, P2. Et puisque j'ai pas d'arc P1, P2, P2 ne peut pas être un puits parfait. Il manque le mot parfait en plus ici. On voit bien, enfin, pour que ce soit un puits parfait, il manque le mot parfait ici. Si P1 est un puits parfait,
alors P2 ne peut pas être un puits parfait. Mais pour que ça soit un puits parfait, il faut encore une fois qu'il n'y ait pas de successeur et que tous les autres, ils arrivent dessus. Donc si ici c'était un P2, P2, il aurait un successeur, donc ce ne serait pas un puits. Monsieur, à l'examen, si on a une question comme la question 2, du coup, il faudrait faire une preuve par l'absurde, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais on va expliquer qu'ils ne peuvent pas être tous les deux des puits parfaits, quoi. Enfin, après, que la preuve, sur une question comme ça, si la preuve n'est pas hyper rigoureuse, c'est pas très très grave. Ok. Merci. Alors après, c'est un petit exercice de dénombrement. C'est pas trop con. Enfin bon, si, je veux pas minimiser le truc. C'était donc donner le nombre minimum et maximum d'arcs d'un graphe G de n sommets contenant un puits parfait. Le nombre minimum, c'est la structure minimum. Il faut à tout prix qu'il y ait P qui soit un puits parfait, donc qu'il y ait tous les arcs des autres qui arrivent vers P. Et pour que ce soit minimum, je n'ai pas d'autres arcs. Donc dans ce cas-là, j'ai le nombre minimum qui est donc n-1. Donc le nombre minimum d'arcs d'un graphe de n sommets contenant un puits parfait, c'est n-1. Je n'ai que ces n-1 arcs qui arrivent vers P qui permettent que ce soit un puits parfait. Le nombre maximum, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ça va être la même chose, mais j'ai des arcs, il ne faut pas que P il ait de successeur, parce que sinon c'est plus un puits. Mais par contre, pour que ce soit le truc maximum, là, j'ai tous les arcs possibles. Donc le nombre d'arcs maximum, c'est chaque sommet à n-1 successeur, donc tous les autres. Lui, il a P comme successeur, mais il a aussi x2, x3, xn-1, etc. pour que j'ai le plus d'arcs possible. Donc ils ont tous, là, ça va être complet, j'ai tous les arcs possibles. Donc x1, il a tous les sommets comme successeurs, donc il a n-1 successeurs. x2, il a tous les sommets comme successeurs, donc il a n-1 successeurs. Donc chaque sommet a n-1 successeurs, tous les autres, sauf P qui, comme c'est un puits, n'en a aucun successeur. Donc j'ai n-1 sommets qui ont n-1 successeurs. Donc le nombre d'arcs max, c'est n-1 au carré. Il y a peut-être d'autres façons de le faire. Je me rappelle qu'il y avait quand même pas mal de gens lors du partiel 2019 qui avaient trouvé ces réponses-là. Pas tous, mais il y en avait d'autres qui justifiaient ce n-1 au carré de façon différente à celle-là, mais qui trouvaient n-1 au carré à l'arrivée, donc ça m'allait bien. Et enfin, dernière question que je n'ai pas faite, mais une question d'algorithme, histoire de vous faire écrire un peu d'algorithme. J'ai donc un graphe orienté G représenté par sa matrice d'adjacence. Je vous rappelle, la matrice d'adjacence, c'était ce qu'on avait fait, c'était le tout premier exercice qu'on avait fait. On met un 1 quand il y a un arc et un 0 quand il n'y en a pas dans la matrice. Donner un algorithme déterminant si ce graphe contient un puits parfait et quelle est la complexité de l'algorithme. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai juste écrit, il faut chercher dans la matrice s'il existe un i tel que la ligne i ne comporte que des zéros, puisque pour que ce soit un puits, il ne faut pas qu'il ait de successeur. Donc, il faut que sur la ligne question, il n'ait aucun successeur, donc que la ligne ne comporte que des zéros. Il n'y ait pas d'arc qui parte de i. Et la colonne i ne comporte que des 1, à l'exception de ii, il faut être 0, mais sinon, tous les autres, il a tous les autres comme prédécesseurs. Donc la colonne ne comporte que des 1. Donc il faut chercher petit à petit i après i si la ligne i ne comporte que des 0 et la colonne i ne comporte que des 1. Du coup, il va falloir faire ça pour les n sommets et pour chacun des n sommets, je vais avoir quelque chose qui va me faire lire d'abord toute la ligne puis après toute la colonne. Donc la complexité sera en O de n carré.
Et j'estimais, peut-être à tort, mais du coup, bon, j'avais un peu la flemme en plus, mais j'estimais que vous étiez capable d'écrire un algorithme comme ça. Donc, d'écrire un algorithme qui, I après I, regarde si la ligne ne comporte que des zéros. Éventuellement, on fait la somme et on vérifie que la somme est égale à 0. Et si la colonne ne comportait que des 1, éventuellement, on fait la somme et on regarde si c'est égal à n-1. Ça va? Alors, personne n'a plus rien dit. Tout le monde peut-être est soit parti à faire autre chose, soit tout est bon pour moi. Bah écoute, ça me fait super plaisir. Je suis super content que tout soit bon pour toi. Lumna aussi. Moi, pour Lumna aussi, ça me fait très plaisir. Bon, bah Daphné, pareil. Bon, bah écoutez, si tout est bon, bah, tout le monde a l'air OK. Alors, je peux remontrer mon écran. Bien sûr que je peux remontrer mon écran. Avec ce petit défaut que quand je remonte mon écran, du coup, je vois plus ce que tu écris. Je suis pas très bon là-dessus. J'arrive pas à voir à la fois le truc partagé et à la fois avoir vos commentaires. Donc, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à prendre la parole et à le dire oralement parce que si tu as une question, je vais pas la lire. Donc, dis-la oralement et j'essaierai d'y répondre. Monsieur, vous pouvez voir le chat en même temps que vous partagez. En fait, il y a 3 petits points en haut à droite. Si vous Ouais, cliquez dessus, il y a une partie conversée. ouais. Vous cliquez dessus, vous voyez le chat, vous verrez le chat. Alors, couper mon audio, arrêter. Donc, c'est pas ces 3 petits points-là. Dans les 3 petits points que je viens de voir, c'est pas les bons. J'ai coupé mon audio, arrêter vidéo, choisir un fond visuel, épingler, mettre en évidence pour tout le monde, masquer, renommer, tout ça. Je peux me renommer, mais bon. Il n'y a pas une partie conversée? Normalement, il y a un onglet conversé. Ouais, mais je dois pas être dans les bons 3 petits points. J'ai mis les 3 petits points qui étaient à côté de ma photo. Ça doit pas être ceux-là. Donc, et alors, pour avoir les 3 petits points, il faut que j'arrête de partager. Donc là, je vais arrêter de converser, justement. Où est-ce qu'ils sont, ces 3 petits points? Non, c'était pendant le partage qu'on pouvait voir les 3 petits points. Alors, je repartage. Mais du coup, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait. Voilà, converser. Yes, Oui, c'est ça. excellent, merci beaucoup. Donc, je vais mettre une petite... je ne sais pas si vous voyez la conversation, du coup, puisque je partage. Non, on ne voit pas la conversation. Il n'y a que vous. Ouais, d'accord. Et du coup, il y a Shamima qui m'a mis merci. Donc, finalement, il n'y avait pas particulièrement de questions. C'était juste que tu voulais voir, il faut chercher dans la matrice s'il existe un i tel que la ligne i ne comporte que des zéros et la colonne i ne comporte que des 1 à l'exception de ii. Enfin, à l'exception de ii, puisque la ligne i ne comporte que des zéros. La ligne i ne comporte que des zéros, ça veut dire que c'est un puits, qu'il n'y a pas de successeur. Et la colonne i qui comporte que des 1, c'est que c'est un puits parfait, c'est que tous les autres sont des prédécesseurs. Si je remonte un tout petit peu, la ligne i qui ne comporte que des zéros, ça veut dire que P, il n'a pas de successeur. Hein. Il n'a aucun successeur, donc sur sa ligne, il n'y a que des zéros. Et le fait qu'il n'y ait que des 1, c'est que c'est un puits parfait, c'est que tous les autres sont des prédécesseurs, ce côté-là. Et bon, ouais, j'ai pas écrit l'algorithme, mais je me suis dit quand même, ils savent faire ça. Ils savent faire ça. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions que que la petite réflexion de Shamima, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée puis un bon week-end. Et puis, je vais vous dire à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, a priori, on se retrouve tous en salle G203. Puisque pour vous, il n'y a plus vraiment de groupe A et de groupe B. On ne sait pas faire d'algorithme. Bien sûr que si. Bien sûr que si, tu sais faire des algorithmes. Tu es même super fort. Allez, c'est bon, on se quitte. Il n'y a pas de... Alors, je vais écrire quand même quelque chose. Bonne
fin de journée. Toutes et tous. Et 5, 4, Au revoir. 3, 2, Au revoir. 1. Bon week-end et bonne journée. Je mets fin à la réunion pour tous.